tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Il y a quelque temps, j'ai publié sur cette chaîne quelques fiches de référence en lien avec l'UE 2.8, le processus obstructif. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer un premier questionnaire d'apprentissage ou de révision en lien avec cette UE 2.8. Il s'agira pour la première fois donc de la thrombose veineuse profonde. Donc, dans un premier temps, je vais vous mettre les différentes questions de révision ou d'apprentissage. Et ensuite, eh bien, je passerai à la correction. Alors, je vous souhaite une bonne lecture. N'hésitez pas à faire pause pour bien voir les questions. Tentez d'y répondre par vous-même, puisque le but, c'est de réviser si tel est votre cas. Évidemment, si c'est apprendre, c'est autre chose. Et ensuite, je repasserai chaque question pour la corriger. Bien, nous allons maintenant passer à la correction. Je pense que vous avez pris le temps de voir toutes les questions en lien avec la thrombose veineuse profonde. Donc la première question était donc d'effectuer un schéma annoté de l'appareil circulatoire en distinguant la petite et la grande circulation, en précisant le sens et les territoires où le sang est chargé de gaz carbonique et de toxines. Donc là, je ne vais pas argumenter longtemps sur le schéma, il parle de lui-même, puisque effectivement en rouge, c'est le sang oxygéné, en bleu, le sang qui est chargé donc de gaz carbonique, et les flèches vous indiquent le sens de circulation. Donc je vais passer directement à la question 2. Il s'agissait donc d'expliquer la physiologie de l'hémostase, en distinguant les voies plasmatiques et tissulaires et en précisant pour chacune des 3 étapes les facteurs de coagulation impliqués. Donc tout d'abord à la phase 1, on a l'hémostase primaire qui correspond à la formation d'un thrombus plaquettaire. On a d'abord donc le temps vasculaire qui consiste donc en une vasoconstriction et ensuite un temps plaquettaire où là on a l'agrégation des plaquettes. Donc, cette hémostase primaire intervient en cas d'une blessure d'un vaisseau pour arrêter l'hémorragie. Donc, les plaquettes vont obturer la brèche en venant s'y agréger. Sachant que la vasoconstriction locale va entraîner une diminution du flot sanguin et donc minimiser la perte de sang et favoriser l'accumulation des plaquettes sanguines et des facteurs de la coagulation. Donc, les plaquettes s'agglutinent bien à la paroi du vaisseau sanguin pour former une fine membrane, ce qu'on appelle le clou plaquettaire ou thrombus blanc, et donc va obturer la brèche vasculaire. Donc ensuite, il y a l'hémostase secondaire. Donc là, les filaments de fibrine, qui correspondent donc au facteur 1, emprisonnent les globules rouges, les globules blancs et d'autres plaquettes afin de créer un espèce de maillage serré, beaucoup plus résistant. Et ensuite, grâce à une cascade de réactions qui impliquent différents facteurs de coagulation, les filaments de fibrine vont se polymériser et se cristalliser pour former ce qu'on appelle le caillot sanguin. Pour détailler, on a d'abord la thromboplastinoförmation qui aboutit donc à l'élaboration de la thromboplastine et qui ne peut avoir lieu qu'en présence de calcium. Et les facteurs qui interviennent sont le facteur 12, 11, 10, 9, 8, 5 et 3. Ensuite, on a la thrombinoformation, c'est-à-dire la transformation de la prothrombine en thrombine sous l'action de la thromboplastine. Et ensuite, cette prothrombine est synthétisée par les cellules du foie en présence de vitamine K. Là encore, cette thrombinoformation ne peut avoir lieu qu'en présence de calcium. Et la réaction est accélérée par des activateurs comme le facteur 7 et le facteur 5. Et enfin, on a la fibrinoformation,
c'est la transformation du fibrinogène en un réseau de filaments de fibrine, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a cette phase de coagulation plasmatique où il y a une transformation avec toute une cascade d'activation enzymatique à laquelle participent donc plusieurs protéines plasmatiques qu'on appelle les facteurs de coagulation. Le fibrinogène, soluble en fibrine insoluble, qui vient consolider l'agrégat plaquettaire en le coiffant de ce fin réseau fibrineux qui constitue l'armature du caillot. Enfin, à la phase 3, lorsque le vaisseau sanguin est cicatrisé, des enzymes dissolvent le caillot, c'est la fibrinolyse, et la circulation sanguine peut alors reprendre son cours normal. Donc à cette phase, on a la dégradation de la fibrine, et cette masse fibrinoplaquettaire qui a obturé la brèche se résorbe dans les jours suivants après la réparation de la paroi du vaisseau. Donc c'est vraiment une dernière phase qui intervient après la coagulation pour éliminer le clou hémostatique formé de fibrine et d'une façon générale tous les dépôts fibrineux qui se forment dans l'organisme, quelle que soit leur localisation. Question 3 maintenant. Il fallait indiquer les tests biologiques pratiqués pour explorer chacune des étapes de l'hémostase. Alors au niveau de l'hémostase primaire, ça va être essentiellement la numération des plaquettes. Je vous donne ici les normes, vous en prenez connaissance, aussi le tube sur lequel le prélever pour plus d'informations. Ensuite, au niveau de l'hémostase secondaire, là on va avoir par exemple le TCA, le temps de céphaline activé, mais aussi le TP, ou temps de prothrombine, mais aussi le dosage du fibrinogène, qui est le facteur 1, le dosage d'autres facteurs de coagulation. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Et enfin, il peut y avoir un bilan de thrombophilie, avec le dosage par exemple de l'antithrombine, de la protéine C, de la protéine S, etc. Question 4. Donner une définition de la phlébite, de l'embolie pulmonaire et en expliquer la physiopathologie. Donc la phlébite en premier, c'est l'occlusion partielle ou totale d'une veine profonde. Et je dis bien d'une veine. J'ai souvent entendu des étudiants se tromper. Quand on parle de thrombose veineuse profonde, c'est pour ça que c'est mieux de dire thrombose veineuse profonde que phlébite, au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'est bien l'occlusion d'une veine et profonde par un thrombus, quasi exclusivement au niveau des membres inférieurs, mais il n'est pas exclu que ça se produise aux membres supérieurs, bien entendu. Donc le terme approprié, c'est la thrombose veineuse profonde. En ce qui concerne la physiopathologie, il y a la formation d'un thrombus à l'occasion soit de l'altération de la paroi veineuse ou une modification de la coagulation. Ça peut être les deux également. Et ensuite, il y a l'adhésion de ce thrombus, puis une extension qui est favorisée généralement par la stase veineuse. Ensuite, l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est une complication de la thrombose veineuse profonde. Il s'agit d'une oblitération brusque, totale ou partielle, du réseau artériel pulmonaire par un corps étranger circulant. Et là, il s'agit d'une urgence vitale. En ce qui concerne la physiopathologie, on a une obstruction donc, de l'artère pulmonaire, cette fois, qui entraîne des conséquences au niveau pulmonaire, mais aussi au niveau cardiaque et hémodynamique. Question 5. Quelles sont les causes favorisant la thrombose veineuse? Alors, il y a différentes causes que vous devez vraiment connaître. On a d'abord des facteurs déclenchants, souvent la chirurgie, moins d'un mois donc après l'intervention. Alors, en tête de peloton, on a bien entendu la chirurgie orthopédique, avec les prothèses totales de hanches, les prothèses totales de genoux, les chirurgies du bassin, mais aussi la neurochir et les polytraumatismes, bien sûr. La chirurgie viscérale ou pelvienne, notamment carcinologique, est aussi pourvoyeuse de thrombose veineuse et bien sûr des autres chirurgies. Il y a aussi donc, les traumatismes et les abords vasculaires, comme les cathés, et c'est avec les cathéters notamment qu'on va rencontrer des thromboses veineuses du membre supérieur, par exemple. En obstétrique, en fin de grossesse et en postpartum, et quand il y a une stase veineuse aiguë, notamment lors d'une immobilisation, donc un alitement par exemple de plus de 48 heures, ou alors un voyage par avion ou par la route de plus de 6 heures par exemple, qui est récent, ou alors un plâtre. Alors il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs de risque cette fois, c'est l'âge,
un âge supérieur à 70 ans multiplie le risque par 2 ou 3. Ensuite, des antécédents de maladies thromboemboliques, ça peut être donc une thrombose veineuse profonde et une embolie pulmonaire ou simplement une embolie pulmonaire. Et là, le risque est également multiplié par 2 ou 3. On va avoir les œstrogènes de synthèse qui multiplient le risque là par 3 ou 4. Des pathologies médicales fréquemment compliquées de maladies thromboemboliques, comme par exemple un infarctus du myocarde, une hémiplégie, une insuffisance cardiaque ou un cancer évolutif. Alors le cancer évolutif, généralement, c'est par compression par la tumeur. Les pathologies immunologiques, comme le lupus érythémateux ou le syndrome des antiphospholipides, et bien sûr les anomalies de l'hémostase, comme les déficits en protéine C, en protéine S, en antithrombine 3 ou en RPCA. Alors la RPCA, c'est la résistance à la protéine C activée. C'est une anomalie de la coagulation qui est liée le plus souvent à une mutation du facteur 5. Passons à la question 6, où il fallait citer les 2 complications à redouter lors d'une thrombose veineuse. Donc la première, dont j'ai déjà parlé, c'est l'embolie pulmonaire, bien sûr. Et ensuite, il y a la maladie post-phlébitique qui se caractérise par des douleurs, des varices et des troubles trophiques qui sont liés à la persistance d'une obstruction veineuse. Mais on pourrait citer aussi le cœur pulmonaire droit, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque droite avec une hypertension artérielle pulmonaire, une HTAP, qui est liée à l'obstacle pulmonaire. Question 7. Identifier les manifestations cliniques spécifiques d'une phlébite et d'une embolie pulmonaire. Alors, pour la phlébite, et moi je préfère dire thrombose veineuse profonde, vous l'aurez compris, les signes cliniques sont la douleur ou un engourdissement du membre inférieur, le plus souvent, un œdème avec une peau tendue, luisante, qui notamment induit aussi une perte du ballottement du mollet, la chaleur du membre. On a le signe de Homans, qui est une douleur donc provoquée à la dorsiflexion du pied, et la dissociation pouls-température. Donc, quand on parle de dissociation pouls-température, ça veut dire qu'on a un pouls qui est plus accéléré que ne le voudrait le fébricule. Il faut garder en mémoire que le pouls s'accélère habituellement de 15 à 20 battements par minute par degré de température. Donc par exemple, une température de 38 et un pouls à 110 sont des signes de phlébite. Parce qu'avec une température à 38, on devrait avoir grosso modo un pouls à 95-100 grand maximum. En ce qui concerne l'embolie pulmonaire, alors là, le début est brutal avec une douleur basithoracique, généralement unilatérale, qui va être majorée par les mouvements, à type de coup de poignard ou de poing de côté. On va aussi avoir une dyspnée, ça c'est important, qui est d'installation brutale, voire une polypnée. Et puis on peut avoir aussi une cyanose, de l'angoisse ou de l'anxiété, et parfois une toux et des crachats de sang. Et à l'examen clinique, il y aura un frottement pleural et des signes d'insuffisance cardiaque droite, avec par exemple une hépatomégalie, une turgescence des jugulaires et des œdèmes. Et bien sûr, on va retrouver des signes de thrombose veineuse profonde. Question 8. Expliquer l'intérêt des principaux examens réalisés, comme l'échodoppler veineux, l'angioscanner, le dosage des dédimères et le bilan de coag. Alors, l'échodoppler veineux, il permet, lui, de visualiser le thrombus, son siège, l'extension de la thrombose, le caractère récent ou non, le degré d'occlusion et l'efficacité du traitement. Donc, c'est l'examen clé du diagnostic d'une thrombose veineuse profonde. En ce qui concerne l'angioscanner, il va permettre d'explorer l'artère pulmonaire et ses branches, ainsi que les malformations vasculaires. Là, c'est l'examen qui va permettre donc de diagnostiquer l'embolie pulmonaire. En ce qui concerne le test des dédimères, alors les dédimères, elles n'ont de valeur prédictive que si elles sont négatives. C'est-à-dire que des dédimères négatives permettent d'exclure une thrombose veineuse profonde de façon exacte et sûre. Mais je le rappelle, l'examen clé pour diagnostiquer une thrombose veineuse profonde, c'est l'échodoppler veineux. Ensuite, le bilan de coagulation, lui, il va être réalisé surtout en vue du traitement anticoagulant de la thrombose veineuse profonde, mais aussi pour rechercher d'éventuelles coagulopathies, que ce soit un déficit en antithrombine 3, en protéine C ou en protéine S.
Passons à la question 9. Différencier les thérapeutiques anticoagulantes, héparine et antivitamine K, en précisant leur niveau et durée d'action, leur mode d'administration, leur surveillance clinique et biologique respective. Donc là, dans ce tableau, vous avez donc les héparines non fractionnées, les héparines de bas poids moléculaire et les AVK. Alors, en ce qui concerne les héparines non fractionnées, elles accélèrent l'action de l'antithrombine 3. C'est également le cas des HBPM, mais les HBPM en plus inhibent le facteur 10. En revanche, les AVK inhibent la synthèse de certains facteurs de coagulation. Il s'agit des facteurs vitamine K dépendants, c'est-à-dire les facteurs 2, 7, 9 et 10, ainsi que des protéines C et S. Voyons maintenant les durées d'action. En ce qui concerne les héparines non fractionnées, les héparines non fractionnées calciques, c'est-à-dire comme la calciparine, ont un délai d'action qui est d'environ 1 heure et sont éliminées au bout de 8 à 14 heures. En revanche, l'héparine sodique, c'est celle qu'on utilise à la SAP, a un délai d'action immédiat et est éliminée en 3 à 4 heures. En ce qui concerne les HBPM, là le délai d'action est également rapide et elles sont éliminées en environ 8 heures. En ce qui concerne les antivitamines K, le délai d'action est différé. Alors, il va être différent selon l'antivitamine K. Par exemple, pour la coumadine, il va être d'environ 40 heures. Pour le Préviscan, ça va être environ 30 heures. Et pour le Syntron ou le mini-Syntron, c'est environ 10 heures. Et pour la durée d'action, c'est pareil, c'est une durée d'action prolongée qui peut être de plusieurs jours pour certains médicaments. Si je reprends les mêmes, par exemple, la coumadine a une durée d'action de 3 jours, le Préviscan également de 3 jours. En revanche, le Syntron mini-Syntron a une durée d'action de 1 à 2 jours. En ce qui concerne le mode d'administration, eh bien, pour les héparines non fractionnées calciques, comme la calciparine, c'est une voie sous-cutanée. En revanche, l'héparine sodique, celle qu'on utilise donc à la seringue électrique, c'est une voie d'administration intraveineuse. Les HBPM, c'est toujours sous-cutané, et les antivitamines K par voie orale. Alors, quelle va être la surveillance clinique de ces différents anticoagulants? Bon, pour tous, il est bien évident qu'on va surveiller les signes hémorragiques. Alors, pour les héparines non fractionnées et les HBPM, on les surveille d'autant plus qu'il y a un risque de thrombopénie. Mais dans tous les cas, de toute façon, on va surveiller l'apparition d'hémorragies mineures ou sévères, selon les cas. Et bien entendu, puisqu'il s'agit de traiter une thrombose veineuse profonde, on va surveiller la disparition des signes de thrombose veineuse profonde. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une absence de signes de thrombose veineuse profonde. En ce qui concerne la surveillance biologique, pour les héparines non fractionnées, on va surveiller donc le TCA pour vérifier leur efficacité. En revanche, pour l'innocuité, on surveillera les plaquettes par rapport au risque de thrombopénie. Pour les héparines de bas poids moléculaire, pour surveiller l'innocuité, comme il y a un risque de thrombopénie, on surveillera aussi les plaquettes, et c'est ce qu'on va faire le plus souvent. En revanche, pour surveiller l'efficacité, si on veut vraiment surveiller cette efficacité, il faudra doser le facteur anti-10A. Dans la réalité, c'est rarement fait, on surveille surtout les plaquettes. Et pour les antivitamines K, pour surveiller donc l'efficacité, ce sera le TP-INR. Mais c'est surtout à l'INR qu'on va s'intéresser parce qu'il est beaucoup plus stable d'un laboratoire à l'autre. Question 10. Énoncer les principes de pose d'une bande de contention. Alors, la première chose, c'est appliquer les bandes avant le lever du patient. Ça, c'est très important. Il est hors de question de poser des bandes de contention à un patient qui a les jambes en déclive. Si le patient s'est levé, eh bien, il faudra lui faire poser les jambes soit sur un tabouret, soit le faire se rallonger pendant une vingtaine de minutes. Ensuite, avant de débuter le bandage, il faut s'interroger aussi sur la nécessité de mettre un jersey, par exemple, en tout cas une couche isolante pour protéger la peau et éviter des zones de pression en fonction de, ça c'est en fonction de l'évaluation clinique. Par exemple, quelqu'un qui a tendance à faire de l'eczéma de contact, on va peut-être effectivement intercaler un jersey de coton en dessous de la bande de contention. Ensuite, une bande de contention se pose sur des jambes propres. Donc ça veut dire qu'il faut laver les membres inférieurs, ou supérieur, si c'est un bras, parce qu'on peut aussi imposer une contention à un bras. Il faut donc laver le membre avec de l'eau et du savon auparavant. Ensuite, on va parler donc du membre inférieur. Le bandage doit débuter à la racine des orteils. Si c'est au niveau du bras, il va démarrer à la racine des doigts. Ensuite,
le pied, pour le membre inférieur, doit être fléchi à 90 degrés. Et ensuite, quand on va commencer à poser la bande, on va faire 2 tours sur l'avant-pied, selon la longueur du pied. Et ensuite, partir donc à l'arrière du talon et revenir sous le pied. En général, il faut 2 passages généralement pour fermer le talon. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit toujours prendre le talon lorsqu'on pose une bande de contention? Eh bien, normalement, une contention doit être continue, donc elle doit inclure le talon. Ensuite, il faut favoriser une tension de la bande postérieure talon pour habiller de manière optimale le talon et d'avoir un léger relâchement sur la face antérieure pour éviter une surpression au niveau du coup de pied. Il faut toujours suivre donc le même sens, du bas vers le haut, dans le sens de la circulation veineuse. Le but, c'est de favoriser le retour veineux, donc il faut aller dans le même sens, et surtout ne jamais redescendre. La pression de la bande doit être régulière et les spires de la bande doivent se superposer à peu près au niveau de la moitié. On parle d'une superposition de 50%. Ensuite, la compression exercée doit correspondre à la gravité de la pathologie veineuse ou lymphatique constatée. Et ça, c'est la prescription médicale qui le dit. D'ailleurs, il y a des bandes qui sont étalonnées, donc de différentes forces, et qui sont étalonnées aussi pour faciliter la pose. Ensuite, cette bande, on va la fixer avec un bout de sparadrap et surtout pas avec les crochets qui sont fournis avec la bande. Parce qu'on a affaire généralement à des gens qui ont une peau fragile, souvent des gens âgés, et on a très vite fait de blesser quelqu'un avec ces espèces de crochets. Donc il vaut mieux la fixer avec un bout de sparadrap. Et bien entendu, cette bande, on va en surveiller la tolérance. Ça veut dire qu'on demande au patient s'il se sent confortable et vérifier effectivement qu'il peut bouger ses doigts de pied et que ses orteils restent chauds. Alors, dans la question 11, il fallait reconstituer le processus de soins auprès d'une personne qui présente donc une thrombose veineuse profonde avec différents objectifs. Alors, le premier, c'est de prévenir la thrombose veineuse profonde en prenant en compte donc, les facteurs qui prédisposent à cette pathologie et les différentes circonstances médicales, chirurgicales, etc. Donc, bien entendu, la première chose, ça va être de rechercher les facteurs de risque chez la personne en réalisant un recueil de données à la recherche d'antécédents personnels, antécédents chirurgicaux, de grossesse, d'avortement, d'accouchement récent, d'immobilisation, d'alitement, de voyages non récents, des antécédents de pathologie médicale qui favorisent la thrombose veineuse profonde, mais aussi des facteurs de risque personnels comme les coagulopathies par exemple. Et puis, il va y avoir, donc dans certains cas, ça va être le cas par exemple de la chirurgie, notamment orthopédique, où il va y avoir un traitement préventif de la thrombose veineuse profonde par HBPM et par la pose de bandes de contention avant la chirurgie ou de bas de contention. Et il faudra donc contrôler l'efficacité et l'innocuité de ces traitements. Le deuxième objectif, c'était un objectif de dépistage. Donc pour dépister, il va falloir évaluer l'état physiopathologique du patient en identifiant les signes cliniques, c'est-à-dire rechercher la présence de signes locaux, de signes généraux ou d'autres signes qui puissent évoquer une thrombose veineuse profonde. Ça va être aussi de réaliser sur prescription médicale ou de participer, donc les examens complémentaires, donc biologiques. Alors, on va avoir par exemple les dédimères, on va aussi avoir en vue d'un traitement par héparine l'ANF avec les plaquettes, ou le TCA ou le TPINR, selon les cas. Il va y avoir donc l'écho-doppler pour visualiser le thrombus, et puis il va falloir aussi expliquer au patient le but, le déroulement et la surveillance des examens, bien entendu. Le dernier objectif, c'était d'apprécier donc l'efficacité de la thérapeutique anticoagulante et de dépister donc d'éventuels effets secondaires. Donc ça veut dire réaliser sur prescription médicale la surveillance biologique selon le traitement prescrit. Je ne vais pas revenir, vous allez vous référer au tableau qu'on a évoqué tout à l'heure. Ça va être aussi de réaliser les examens complémentaires comme l'écho-doppler de contrôle pour la thrombose veineuse profonde et bien entendu surveiller la disparition des signes de thrombose veineuse profonde. Voilà, ce premier questionnaire d'apprentissage, de révision sur la thrombose veineuse profonde est terminé. La prochaine fois, je vous parlerai d'insuffisance coronarienne. À bientôt.